Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne probablement la plupart d'entre vous ou vos proches. L'aspirine, ce médicament emblématique qui existe depuis plus de 120 ans, est présent dans presque toutes les armoires à pharmacie à travers le monde. Vous l'avez sans doute déjà utilisé pour combattre une migraine, faire baisser une fièvre ou soulager des douleurs diverses. Mais saviez-vous que ce médicament si commun peut représenter un danger sérieux pour certaines personnes? Et que les recommandations concernant son usage ont considérablement évolué ces dernières années? Aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations cruciales sur l'aspirine que tout le monde devrait connaître. Non, il ne s'agit pas d'un discours alarmiste sans fondement, mais bien d'une analyse basée sur les dernières données scientifiques et médicales. Nous verrons ensemble pourquoi certains médecins tirent la sonnette d'alarme concernant l'usage banalisé de l'aspirine, quels sont les véritables risques associés à ce médicament, et surtout, comment l'utiliser de façon sécuritaire, ou quelles alternatives privilégier selon votre situation. Alors avant de continuer à consommer de l'aspirine par habitude ou par automatisme, prenez quelques minutes pour découvrir ce que la science nous apprend réellement sur ce médicament omniprésent. Ces informations pourraient littéralement vous sauver la vie ou celle d'un proche. C'est parti. 1. L'histoire de l'aspirine, d'un remède miracle à une remise en question. L'histoire de l'aspirine commence bien avant sa commercialisation officielle. Depuis l'Antiquité, les extraits d'écorce de saule étaient utilisés pour soulager douleurs et fièvres. Ces écorces contiennent naturellement de l'acide salicylique, le précurseur de l'aspirine. Hippocrate lui-même, le père de la médecine, recommandait déjà des décoctions d'écorce de saule pour soulager les douleurs de l'accouchement et réduire la fièvre. Mais c'est en 1897 que la véritable révolution se produit. Felix Hoffmann, un chimiste allemand travaillant pour les laboratoires Bayer, synthétise l'acide acétylsalicylique, une forme plus stable et moins irritante que l'acide salicylique naturel. 2 ans plus tard, en 1899, l'aspirine est commercialisée et connaît rapidement un succès phénoménal. Le XXe siècle voit l'aspirine devenir le médicament le plus vendu au monde, un véritable symbole de la médecine moderne. Son mécanisme d'action ne sera pourtant élucidé qu'en 1971 par le pharmacologue britannique John Vann, qui recevra d'ailleurs le prix Nobel de médecine pour cette découverte. L'aspirine agit principalement en inhibant la production des prostaglandines, des substances impliquées dans l'inflammation, la douleur et la fièvre. Elle bloque également la production de thromboxane A2, une substance favorisant l'agrégation plaquettaire, ce qui explique ses effets antithrombotiques. Pendant des décennies, l'aspirine a été considérée comme un médicament miracle, quasi dénué d'effets secondaires graves. Son efficacité contre la douleur, la fièvre et l'inflammation, associée à son faible coût et à sa disponibilité sans ordonnance, en ont fait un produit incontournable dans les foyers du monde entier. Puis dans les années 1980 et 1990, les médecins ont commencé à prescrire massivement l'aspirine à faible dose comme traitement préventif des maladies cardiovasculaires. Des millions de personnes se sont mises à prendre quotidiennement de l'aspirine sur recommandation médicale, même sans antécédent de problèmes cardiaques. L'aspirine était devenue la poule aux œufs d'or de la prévention cardiovasculaire. Cependant, depuis une dizaine d'années, cette vision idyllique de l'aspirine s'est progressivement fissurée. Des études à grande échelle ont commencé à montrer que le rapport bénéfice-risque de l'aspirine n'était pas aussi favorable qu'on le pensait, notamment en prévention primaire, c'est-à-dire chez les personnes n'ayant jamais eu d'événement cardiovasculaire. Les risques hémorragiques, en particulier, sont apparus comme un facteur limitant majeur. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable revirement dans les recommandations médicales concernant l'aspirine. Ce médicament centenaire, longtemps considéré comme anodin, fait l'objet d'une réévaluation critique. Les autorités sanitaires du monde entier révisent leurs directives, invitant à une utilisation beaucoup plus prudente et ciblée de ce médicament. La prescription d'aspirine n'est plus systématique et requiert désormais une analyse personnalisée du rapport bénéfice-risque pour chaque patient. C'est cette évolution majeure que nous allons explorer en détail, car elle concerne potentiellement des millions de personnes qui prennent de l'aspirine régulièrement, parfois sans en connaître les risques réels. 2. Les dangers méconnus de l'aspirine. Contrairement à l'image de médicaments bénins que l'on a longtemps associés à l'aspirine, ce médicament présente des risques significatifs qui méritent d'être connus de tous. Le premier et le plus documenté est le risque hémorragique.
L'aspirine, par son action antiplaquettaire, fluidifie le sang et augmente ainsi le risque de saignement. Il ne s'agit pas uniquement de saignements mineurs comme des ecchymoses ou des saignements de nez, mais aussi d'hémorragies potentiellement graves, notamment gastro-intestinales ou cérébrales. Les études montrent qu'une personne sur 100 prenant de l'aspirine quotidiennement pendant 5 ans développera une hémorragie gastro-intestinale significative. Ce chiffre peut sembler faible, mais rapporté aux millions de personnes sous aspirine dans le monde, cela représente des dizaines de milliers de cas d'hémorragie chaque année, dont certaines peuvent être fatales. Le risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées, celles qui ont des antécédents d'ulcères gastro-duodénaux, ou celles qui prennent d'autres médicaments qui augmentent le risque de saignement comme les anticoagulants ou certains anti-inflammatoires. L'atteinte du système digestif ne se limite pas aux hémorragies. L'aspirine, même à faible dose, irrite la muqueuse gastrique et peut provoquer des ulcères, des gastrites chroniques et des douleurs abdominales récurrentes. Des études récentes ont également montré une augmentation du risque de perforation digestive chez les utilisateurs réguliers d'aspirine. Un autre danger méconnu de l'aspirine est lié aux réactions allergiques et d'hypersensibilité. On estime qu'environ 1% de la population présente une forme d'intolérance à l'aspirine, qui peut se manifester par de l'urticaire, un édème de Quincke, ou dans les cas les plus graves, par un choc anaphylactique potentiellement mortel. Plus fréquemment, l'aspirine peut déclencher ou aggraver des crises d'asthme chez certaines personnes sujettes à ce qu'on appelle la triade de santé, une association d'asthme, de polypose nasale et d'intolérance à l'aspirine. Le risque rénal est également à prendre en considération. L'aspirine, comme de nombreux anti-inflammatoires, peut affecter la fonction rénale, particulièrement chez les personnes déjà atteintes d'insuffisance rénale ou chez les sujets âgés. Des études ont montré que l'usage régulier d'aspirine peut accélérer le déclin de la fonction rénale chez ces populations vulnérables. Un danger particulièrement important concerne les enfants et adolescents. L'aspirine peut provoquer chez eux un syndrome rare mais extrêmement grave appelé syndrome de Reille, une atteinte cérébrale et hépatique potentiellement mortelle qui survient généralement après une infection virale comme la grippe ou la varicelle. C'est pour cette raison que l'aspirine est formellement contre-indiquée chez les enfants et adolescents de moins de 16 ans, sauf dans des cas très spécifiques sous surveillance médicale stricte. Enfin, les interactions médicamenteuses constituent un risque souvent sous-estimé. L'aspirine interagit avec de nombreux médicaments courants, comme les anticoagulants, les antidiabétiques, les corticoïdes, certains antihypertenseurs ou les médicaments utilisés contre la goutte. Ces interactions peuvent soit diminuer l'efficacité des traitements, soit augmenter le risque d'effets indésirables, parfois de façon dramatique. Il est essentiel de comprendre que ces risques ne sont pas théoriques ou anecdotiques. Ils sont solidement documentés par des études cliniques à grande échelle et ont conduit à une réévaluation profonde de la balance bénéfice-risque de l'aspirine dans de nombreuses situations cliniques. 3. Le grand revirement, ce que disent les nouvelles recommandations. Ces dernières années, nous avons assisté à un véritable changement de paradigme concernant la prescription d'aspirine en prévention cardiovasculaire. Pendant des décennies, de nombreux médecins recommandaient systématiquement une prise quotidienne d'aspirine à faible dose aux personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, même sans antécédent cardiaque ou cérébral. Cette pratique, longtemps considérée comme un standard, est aujourd'hui remise en question par les plus grandes autorités sanitaires mondiales. En 2019, l'American Heart Association et l'American College of Cardiology ont publié de nouvelles directives révolutionnaires. Ils ont drastiquement restreint les indications de l'aspirine en prévention primaire, c'est-à-dire chez les personnes n'ayant jamais eu d'infarctus ou d'AVC. Ces nouvelles recommandations stipulent que l'aspirine ne devrait plus être prescrite systématiquement aux adultes de plus de 70 ans en prévention primaire, ni aux personnes présentant un risque accru de saignement, quel que soit leur âge. Pour les adultes de 40 à 70 ans, l'aspirine en prévention primaire ne devrait être envisagée que dans des cas très spécifiques, après une évaluation individualisée du rapport bénéfice-risque par un médecin. Cette révision majeure s'appuie sur plusieurs grandes études récentes, notamment Arrive, Asprey et Ascent, qui ont démontré que les bénéfices de l'aspirine en prévention primaire étaient souvent contrebalancés, voire dépassés, par les risques hémorragiques. L'étude Asprey a même montré une augmentation de la mortalité globale chez les personnes âgées prenant de l'aspirine en prévention primaire, principalement due à une augmentation des décès par cancer. Un résultat surprenant qui va à l'encontre d'études antérieures suggérant un effet protecteur de l'aspirine contre certains cancers.
En Europe, l'Agence européenne des médicaments, EMA, et diverses sociétés savantes nationales ont emboîté le pas aux autorités américaines. En France, la Haute Autorité de Santé a revu ses recommandations, soulignant que l'aspirine ne devrait plus être prescrite systématiquement en prévention primaire et que son utilisation devrait être soigneusement évaluée au cas par cas. Il est important de comprendre que ces nouvelles recommandations ne concernent que la prévention primaire. En prévention secondaire, c'est-à-dire chez les personnes ayant déjà subi un infarctus du myocarde, un AVC ischémique ou souffrant d'une maladie coronarienne avérée, les bénéfices de l'aspirine restent clairement supérieurs aux risques, et son utilisation continue d'être fortement recommandée, sauf contre-indications spécifiques. Ce revirement dans les recommandations a des implications majeures pour des millions de personnes qui prennent actuellement de l'aspirine quotidiennement sur la base d'anciennes directives. Selon certaines estimations, aux États-Unis seulement, jusqu'à 29 millions d'adultes de plus de 40 ans prennent de l'aspirine en prévention primaire sans recommandation médicale, et environ 10 millions d'entre eux le font alors qu'ils ont plus de 70 ans ou présentent un risque hémorragique accru. Situations dans lesquelles l'aspirine est désormais explicitement déconseillée. Face à ces nouvelles données, il est essentiel que chaque personne sous aspirine réévalue, avec l'aide de son médecin, la pertinence de ce traitement. Il ne s'agit pas d'arrêter brutalement l'aspirine, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes, mais bien de procéder à une évaluation personnalisée du rapport bénéfice-risque, en tenant compte de l'âge, des facteurs de risque cardiovasculaire, du risque hémorragique et des comorbidités. 4. Quand l'aspirine reste indispensable, les cas spécifiques. Malgré les mises en garde que nous venons d'évoquer, il existe des situations spécifiques où l'aspirine reste un médicament de première ligne, avec un rapport bénéfice-risque clairement favorable. Comprendre ces indications précises est essentiel pour éviter de rejeter en bloc un médicament qui peut sauver des vies dans certains contextes. La prévention secondaire des maladies cardiovasculaires constitue l'indication la plus solide de l'aspirine. Pour les personnes ayant déjà subi un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral ischémique, ou souffrant d'une maladie coronarienne établie, l'aspirine à faible dose, généralement 75 à 100 mg par jour, réduit significativement le risque de récidive. Les études montrent une réduction relative du risque de récidive d'événements cardiovasculaires de l'ordre de 25% grâce à l'aspirine dans ces populations. Ce bénéfice surpasse largement le risque hémorragique associé, même chez les personnes âgées ou à risque de saignement élevé. Dans ces cas, l'arrêt de l'aspirine pourrait avoir des conséquences dramatiques et ne doit jamais être décidé sans avis médical. Certaines maladies thrombotiques rares, comme l'artérite à cellules géantes ou la maladie de Buerger, bénéficient également d'un traitement par aspirine. Ces pathologies, caractérisées par une inflammation des vaisseaux sanguins et un risque accru de formation de caillots, répondent favorablement aux propriétés anti-inflammatoires et antiplaquettaires de l'aspirine. Un cas particulier concerne les femmes enceintes à haut risque de prééclampsie. Des études ont montré que l'aspirine à faible dose, débutée avant la 16e semaine de grossesse, peut réduire significativement le risque de développer cette complication grave de la grossesse, caractérisée par une hypertension artérielle et une atteinte rénale. Chez ces femmes identifiées comme à risque, antécédents de prééclampsie, hypertension chronique, diabète, maladie rénale, etc., l'aspirine à faible dose est aujourd'hui recommandée par la plupart des sociétés savantes d'obstétrique. Certaines procédures cardiovasculaires interventionnelles, comme la pose de stent coronaire, nécessitent également un traitement temporaire par aspirine, souvent en association avec un autre antiagrégant plaquettaire. Cette double thérapie antiplaquettaire est cruciale pour prévenir la thrombose de stent, une complication rare mais potentiellement fatale. Enfin, certains syndromes hématologiques, comme le syndrome des antiphospholipides ou certaines thrombophilies, peuvent bénéficier d'un traitement par aspirine, généralement en association avec d'autres médicaments antithrombotiques. Il est important de souligner que dans toutes ces situations, la prescription d'aspirine se fait sur la base d'une évaluation médicale approfondie, en tenant compte du profil spécifique de chaque patient. La dose, la durée du traitement et les associations médicamenteuses sont soigneusement ajustées pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations et que vous prenez actuellement de l'aspirine, il est crucial de maintenir ce traitement et de suivre scrupuleusement les recommandations de votre médecin. En cas de doute ou de préoccupation concernant votre traitement, consultez votre médecin, mais n'arrêtez jamais l'aspirine de votre propre initiative, car cela pourrait avoir des conséquences graves.
5. Les alternatives à l'aspirine, solutions naturelles et médicamenteuses. Face aux risques associés à l'aspirine, de nombreuses personnes cherchent des alternatives plus sûres, qu'elles soient naturelles ou médicamenteuses. Explorons ces options, en gardant à l'esprit qu'aucune alternative ne convient à toutes les situations et que le choix doit toujours se faire en concertation avec un professionnel de santé. Pour le traitement ponctuel de la douleur et de la fièvre, plusieurs médicaments peuvent remplacer avantageusement l'aspirine. Le paracétamol, acétaminophène, est généralement considéré comme l'analgésique et antipyrétique de premier choix, particulièrement chez les personnes présentant un risque hémorragique ou une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS. Il présente l'avantage de ne pas irriter l'estomac et de ne pas affecter la coagulation sanguine. Cependant, il faut respecter scrupuleusement les doses recommandées car un surdosage peut entraîner des lésions hépatiques graves. Les ANS comme l'ibuprofène ou le naproxène constituent une autre alternative pour traiter la douleur et l'inflammation. Ils agissent par un mécanisme similaire à celui de l'aspirine, mais certaines personnes les tolèrent mieux. Néanmoins, ils partagent de nombreux effets secondaires avec l'aspirine, notamment le risque d'irritation gastrique et d'interaction médicamenteuse. Ils ne constituent donc pas une alternative idéale pour les personnes à risque hémorragique ou souffrant de problèmes digestifs. En ce qui concerne la prévention cardiovasculaire, d'autres médicaments antiplaquettaires comme le clopidogrel, le prasugrel ou le ticagrelor peuvent être utilisés en remplacement ou en complément de l'aspirine dans certaines situations spécifiques. Ces médicaments agissent par des mécanismes différents de celui de l'aspirine et peuvent présenter un profil d'effets secondaires distinct. Leur prescription relève exclusivement d'une décision médicale spécialisée. Du côté des approches naturelles, plusieurs plantes et compléments alimentaires ont montré des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques ou antiplaquettaires qui pourraient en faire des alternatives intéressantes à l'aspirine dans certains contextes. Le curcuma, et particulièrement son principe actif la curcumine, possède des propriétés anti-inflammatoires bien documentées. Des études suggèrent qu'il pourrait être efficace contre certaines douleurs articulaires chroniques, avec un profil de tolérance digestive généralement supérieur à celui des ANS. Des formulations à biodisponibilité améliorée sont maintenant disponibles pour contourner le problème historique de la faible absorption intestinale de la curcumine. L'huile de poisson, riche en acides gras oméga 3, EPA et DHA, présente des propriétés anti-inflammatoires et antithrombotiques qui pourraient contribuer à la santé cardiovasculaire. Des études suggèrent qu'une consommation régulière pourrait réduire le risque d'événements cardiovasculaires, bien que les résultats soient moins consistants que pour l'aspirine. L'huile de poisson peut également contribuer à réduire les douleurs inflammatoires chroniques chez certaines personnes. Le gingembre contient des composés anti-inflammatoires qui peuvent aider à soulager certaines douleurs, notamment les douleurs musculaires post-exercice et certaines douleurs articulaires. Il peut également être efficace contre les nausées, un avantage que n'a pas l'aspirine. L'écorce de saule blanc, qui contient naturellement de l'acide salicylique, le précurseur de l'aspirine, est utilisée depuis des siècles pour soulager douleurs et fièvres. Cependant, elle contient les mêmes composés actifs que l'aspirine et peut donc présenter des effets secondaires similaires, bien qu'habituellement moins prononcés en raison d'une concentration plus faible en principes actifs. Ces alternatives naturelles ne sont pas dénuées d'effets secondaires et d'interactions médicamenteuses potentielles. De plus, leur efficacité est généralement moins bien établie que celle des médicaments conventionnels. Elles peuvent constituer une option pour certaines personnes, notamment pour le traitement de douleurs légères à modérées ou en complément d'approches conventionnelles pour la prévention cardiovasculaire, mais toujours après discussion avec un professionnel de santé. 6. Comment utiliser l'aspirine de façon sécuritaire? Conseils pratiques. Si vous prenez de l'aspirine ou envisagez d'en prendre, voici des conseils essentiels pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Tout d'abord, ne commencez jamais un traitement régulier à l'aspirine sans avis médical. L'automédication avec l'aspirine, particulièrement pour la prévention cardiovasculaire, peut être dangereuse. Seul un médecin peut évaluer correctement votre profil de risque cardiovasculaire et hémorragique pour déterminer si l'aspirine est appropriée dans votre cas. Si vous prenez déjà de l'aspirine quotidiennement, discutez avec votre médecin lors de votre prochaine visite pour réévaluer la pertinence de ce traitement à la lumière des nouvelles recommandations. N'arrêtez jamais brutalement un traitement quotidien à l'aspirine sans avis médical,
car cela pourrait augmenter temporairement le risque d'événements cardiovasculaires, surtout si vous avez des antécédents cardiaques ou cérébrovasculaires. Pour minimiser le risque d'irritation gastrique, prenez toujours l'aspirine au milieu ou à la fin d'un repas, jamais à jeun. Buvez un grand verre d'eau avec votre comprimé pour faciliter sa dissolution et réduire son contact direct avec la muqueuse gastrique. Si vous devez prendre de l'aspirine régulièrement et que vous avez des antécédents de problèmes digestifs, votre médecin pourra vous prescrire un médicament protecteur gastrique, inhibiteur de la pompe à protons ou anti-H2, en association. Soyez particulièrement vigilant aux signes d'hémorragie digestive, selles noires et goudronneuses, présence de sang dans les selles, vomissements ressemblant à du marc de café. Ces symptômes nécessitent une consultation médicale urgente. De même, surveillez l'apparition d'ecchymoses inhabituelles, de saignements prolongés après une coupure mineure, ou de saignements de nez fréquents, qui pourraient indiquer un effet anticoagulant excessif. Informez systématiquement tous vos médecins et votre pharmacien que vous prenez de l'aspirine, même occasionnellement. Cela est crucial pour éviter les interactions médicamenteuses dangereuses, notamment avec d'autres médicaments qui affectent la coagulation. En cas de chirurgie programmée, même mineure comme une extraction dentaire, signalez votre traitement par aspirine au chirurgien ou dentiste. L'aspirine devra généralement être arrêtée temporairement avant l'intervention pour réduire le risque de saignement, selon un protocole que déterminera votre médecin. Si vous utilisez l'aspirine de façon ponctuelle contre la douleur ou la fièvre, limitez la durée de traitement à 3 jours maximum en cas de fièvre, et 5 jours pour la douleur, sauf avis médical contraire. Si les symptômes persistent au-delà, consultez un médecin. Pour les femmes qui envisagent une grossesse ou qui sont enceintes, ne prenez jamais d'aspirine sans avis médical. Bien que l'aspirine à faible dose puisse être indiquée dans certaines grossesses à risque, elle peut être dangereuse dans d'autres circonstances, particulièrement à dose antalgique et en fin de grossesse. Rappelons enfin que l'aspirine est formellement contre-indiquée chez les enfants et adolescents de moins de 16 ans en cas de fièvre d'origine virale, grippe, varicelle, etc., en raison du risque de syndrome de Reye, une complication rare mais potentiellement mortelle. Ces précautions peuvent sembler nombreuses, mais elles sont essentielles pour utiliser l'aspirine de façon sécuritaire. Ce médicament centenaire reste un outil thérapeutique précieux lorsqu'il est utilisé à bon escient, mais sa banalisation et son usage inconsidéré peuvent mener à des complications sérieuses. Conclusion. Au terme de cette exploration approfondie de l'aspirine, il est temps de remettre en perspective notre rapport à ce médicament emblématique. L'aspirine illustre parfaitement l'évolution constante de la science médicale et l'importance d'une approche nuancée des traitements, même les plus anciens et les plus répandus. La réévaluation récente des bénéfices et des risques de l'aspirine ne signifie pas que ce médicament est soudainement devenu dangereux ou obsolète. Elle témoigne plutôt d'un affinement de nos connaissances et d'une volonté d'optimiser les traitements pour chaque patient. L'aspirine reste un médicament extraordinaire, qui a sauvé d'innombrables vies depuis sa création, et qui continuera à le faire dans les décennies à venir. Cependant, cette réévaluation nous invite à une prise de conscience essentielle: aucun médicament n'est anodin, même ceux disponibles sans ordonnance et consommés depuis des générations. L'aspirine, comme tout traitement médicamenteux, mérite d'être utilisé avec discernement, respect et connaissance de ses effets potentiels, tant bénéfiques que néfastes. Si vous prenez actuellement de l'aspirine quotidiennement, que ce soit sur prescription médicale ou de votre propre initiative, cette vidéo n'a pas pour but de vous alarmer ou de vous pousser à arrêter brutalement votre traitement. Elle vise plutôt à vous encourager à avoir une discussion éclairée avec votre médecin sur la pertinence de ce traitement dans votre situation personnelle. Ensemble, vous pourrez évaluer si les bénéfices de l'aspirine l'emportent sur ses risques dans votre cas spécifique, et si d'autres approches pourraient être envisagées. Pour ceux qui utilisent l'aspirine de façon occasionnelle contre la douleur ou la fièvre, il est important de connaître les précautions d'emploi et de considérer les alternatives disponibles, notamment le paracétamol qui présente souvent un meilleur profil de sécurité pour un usage ponctuel. Ce que nous apprenons de l'histoire de l'aspirine, c'est aussi l'importance d'une approche critique et évolutive en médecine. Les recommandations médicales ne sont pas gravées dans le marbre, elles évoluent avec l'avancement des connaissances scientifiques. Ce qui était considéré comme une bonne pratique il y a 10 ans peut être remis en question aujourd'hui, non par caprice ou incohérence, mais parce que notre compréhension s'affine constamment. Enfin,
L'exemple de l'aspirine nous rappelle l'importance d'une médecine personnalisée, qui prend en compte les caractéristiques uniques de chaque individu plutôt que d'appliquer des protocoles standardisés. L'avenir de la médecine réside dans cette capacité à adapter finement les traitements au profil spécifique de chaque patient, maximisant ainsi les bénéfices tout en minimisant les risques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les enjeux liés à l'utilisation de l'aspirine et vous aidera à faire des choix éclairés pour votre santé. N'hésitez pas à partager ces informations avec vos proches, car la connaissance est notre meilleur outil pour prendre soin de notre santé. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.